Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme tous les soirs à 19h, vous êtes sur le stand de la CST dans notre émission Cannes Prime Time où nous décortiquons la technique de la sélection officielle. Nous sommes en direct depuis la chaîne YouTube de la CST et également en simultané sur Ciné Musique Radio, disponible en FM DAB+. Bonsoir Alexia. Bonsoir Mathieu. Au programme, décryptage technique, interview de professionnels et présentation des films qui concourent à nos deux prix, le prix de l'artiste technicien et le prix de la jeune technicienne. Avec nous ce soir pour parler des prix et des sujets de la CST, nous avons à ma gauche Laurent Hérin, journaliste et sélectionnaire à la Semaine de la Critique. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. À ses côtés, nous avons Ségolène Dupont, qui est déléguée générale à la CPNEF, qui va nous parler de la formation au métier de coordinatrice d'intimité. Bonjour Ségolène. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous également. Et puis de l'autre côté de la table, deux techniciens qui présentaient leur film en compétition hier. Catherine Schwartz, qui est la monteuse image du film Nouvelle Vague. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Catherine. Et enfin, nous avons Philippe Grivel, mixeur son du film Renoir. Bonjour Philippe. Bonjour les amis. Merci d'être avec nous également. Eh bien, on remonte les marches. Laurent, hier, 3 films étaient présentés en compétition officielle. Vous avez vu Renoir et Nouvelle Vague. Ça tombe bien puisque on va pouvoir en parler plus en détail juste après. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur ces 2 films présentés hier ? Alors, je peux faire un retour différent, parce qu'on va dire, j'ai eu la chance de voir Renoir, en fait, dans le cadre du comité de sélection de la Semaine de la Critique, puisque c'est un 2e film de cette réalisatrice japonaise qui avait fait Plan 75, on se souvient, qui avait eu un prix à la Caméra d'Or. Donc, on a vu Renoir qu'on aimait évidemment beaucoup. Après, je ne vais pas dévoiler comment ça se passe, mais quand la compétition officielle se positionne sur un film, évidemment, la Semaine de la Critique se fait toute petite. Voilà, non, c'est un film qu'on avait adoré. Donc, nous, le retour, en tout cas du comité, était vraiment unanime. Quant à Nouvelle Vague, j'ai eu la chance de le découvrir hier en séance presse à Debussy. Et c'est un film qui m'a vraiment énormément touché, et pas juste parce qu'il y a un acteur corse dedans. D'un point de vue technique, est-ce qu'on peut dire un petit peu plus de choses en termes de particularité de ces 2 films, un en noir et blanc, l'autre en couleur ? Un en noir et blanc et en 4/3, je veux dire ce format d'origine du cinéma, on le connaît tous, dont a fait le choix le réalisateur, et je trouve que c'est plutôt un bon choix, parce que c'est un format qui est de plus en plus utilisé, que je retrouve moi, enfin en tout cas à la Semaine de la Critique cette année, dans les premiers et les seconds, on retrouvait souvent du format 4/3, qui n'est pas toujours très bien utilisé, malheureusement. Et je pense que sur ce film, ça fonctionne très très bien. En compétition officielle, on a l'impression que c'est même le ratio d'image le plus utilisé. De plus en plus, oui, il y a une tendance à revenir à ce format d'origine du cinéma, ce qui est plutôt un signe fort et positif au bout de 130 ans de création du cinéma, donc qu'on fête cette année. Mais je trouve que parfois, voilà, c'est pas toujours très bien utilisé. Sur ce film, vraiment félicitations. Le réalisateur a réussi à donner quelque chose. Alors évidemment, on sait que c'est un film qui raconte l'histoire d'un autre film mythique, un film de la Nouvelle Vague, n'est-ce pas, de ce cher Jean-Luc Godard. Donc de retrouver ce format, je pense que c'est aussi un clin d'œil à cette époque de cinéma, mais ça fonctionne très très bien. Quant à Renoir, ce n'est pas du 4/3, mais en tout cas, c'est un film... Pas loin. Voilà, pas loin. Donc c'est un film aussi qui allait à chercher au niveau de la technique. Et surtout, moi, enfin, on en reparlera, je pense, avec grand plaisir. C'est un film tellement puzzle que je trouve que le montage a une importance extraordinaire. Bravo, voilà, je tiens à le dire. Nous, c'est un film, quand on l'a découvert, cet aspect puzzle, on l'a trouvé assez extraordinaire. Voilà. Je suis enthousiaste qu'il soit enthousiaste. Le montage et le mixage, non Philippe ? Le film. Le film ? Le film avant tout. Vous avez travaillé... Vous parlez japonais ? Vous avez travaillé en japonais ? Non, je suis nul. Mais je me suis adjoint, comment dire, le support d'une monteuse son qui est fluente en japonais. Ça nous a énormément aidé. Déjà pour construire le film, mais aussi pour l'aspect social, avec la totalité de l'équipe. Vous aviez déjà collaboré avec la cinéaste sur son film précédent, dont on a dit qu'elle avait eu la Caméra d'Or. À quel moment Euh, vous intervenez dans le processus de fabrication ?
Au scénario, en fait. Juste après la fin du scénario, le bouclage, etc. Avec elle, hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas une règle absolue, mais effectivement, on évoque déjà certaines pistes de style, etc., etc. Évoque, hein. C'est pas pour ça qu'à l'arrivée, ça finit pareil. Mais puis même le DOP, quoi. C'est assez important de se demander. Le DOP, le directeur de la photographie. Le directeur de la photo, c'est assez important de se demander à peu près quels sont le point de départ des désirs. Et donc, je rebondis sur ce que vient de dire Laurent, mais question cruciale au début, il tournait en 1,66. Pourquoi, etc. Voilà. Et le choix de la caméra, etc. Donc dès le début, fin de scénario, lancement du tournage, on commence déjà à se poser des questions. Alors après, évidemment, en fin de montage image, un film apparaît ou est en train d'apparaître. Et ça change évidemment, ça rebat les cartes. Vous, au mixage, vous intervenez plutôt au moment de la post-production, à la fin, presque, c'est presque la dernière étape avant de lâcher le film face aux spectateurs. Oui. Quand vous avez vu le premier montage, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quelles ont été les difficultés ou pas de ce film? Alors c'est une question intime, hein, mais je vais répondre franchement. Surtout que je suis sûr que Laurent abondera dans mon sens. Alors quand j'ai vu la première version du film, comme il est passé hier, je peux dire des choses, je pense que je peux me permettre de dire des choses intimes. La première version du film, faisait 2h20 et il manquait une séquence à la fin. Bon. Ce qui évidemment, alors moi, me pose pas du tout de problème. D'ailleurs, avec le musicien, on partage à peu près le même point de vue. On était emballés. Mais évidemment, faut aimer ce style qui dure un peu, où des choses sont lentes et des tiroirs s'ouvrent doucement. C'est un film qui est pas tellement comme Plan 75, qui ressemble à un film d'anticipation, qui a même une thriller. C'est plutôt un film qui a des digressions et il faut faire la synthèse soi-même. Finalement, c'est un film qui donne plus de liberté aux spectateurs que n'en donnait Plan 75. Il y a des gens qui apprécient pas. Ceux qui aiment, je pense qu'ils aiment de manière inconditionnelle. Complètement, bon. C'est exactement ça. Le premier film faisait 2h20. Donc on s'est tout de suite dit que de toute façon ça allait poser problème. Donc comment faire? Donc évidemment, la chef monteuse qui quand même connaît bien son affaire. Voilà. Il y a quand même eu quelques problèmes au montage, quoi qu'il arrive, puisque tout le monde n'était pas d'accord. Et à l'arrivée, le film finit sur une version d'1h56 qui est visiblement tout à fait abordable. Vous avez cité la chef monteuse, il s'agit de Anne Klotz. Oui. Et au niveau du son, est-ce qu'il y a eu un travail particulier que vous avez réalisé sur le film on parle beaucoup de puzzle quand on parle de Renoir. Est-ce qu'au son, vous avez dû du coup travailler avec des différentes variations sonores que vous avez essayé d'après d'harmoniser? Alors, je continue à vous raconter des trucs intimes, je peux me permettre. Le film précédent, on l'a amené au bout, enfin tout le monde était content, il était formidable, etc. On a eu un problème sur le film précédent assez surprenant, inattendu. C'est qu'on était face à une équipe entre guillemets très japonaise, donc j'ai rien contre, mais je constate les méthodes de travail. Et on a été obligé de faire face à une sorte de mécanisme de hiérarchie, etc. Un peu de corporation, où il y a des faits établis qui font que, par exemple, un perchman sort du plateau pour ne pas déranger le chef-op, même si le chef-op t'a rien demandé. Donc on arrive à des situations quand même ubuesques. Évidemment, en bon vieux français, malgré tout, c'est-à-dire qu'on est tous des enfants de Godard en France, tous. On va en reparler. Sans exception, qu'on le veuille ou non, sans exception. Donc j'ai râlé, etc. Résultat des courses, au démarrage, c'est exactement ici, l'année dernière à Cannes, au mois de mai, on s'interroge. Je rencontre la réalisatrice qui me pose la question comment on fait, est-ce que tu me sais, etc. Et donc une équipe française de prise de son est partie sur le film. Voilà, avec notamment une perchman qui est une de mes collaboratrices habituelles quand je tourne. Voilà. Donc ça permet de fluidifier les échanges au son. Donc, conclusion à l'arrivée, au bout du compte, des directs qui fonctionnent. C'est quoi l'objectif des directs qui fonctionnent? C'est pas d'utiliser les dialogues, surtout comme le film est en japonais pour un public français. De toute façon, les dialogues vont pas fonctionner pour faire du storytelling. Donc on utilise les dialogues comme véhicule de l'émotion du corps. Voilà. Mais ça sert à ça, les directs. Ça sert pas à raconter l'histoire. Voilà. Donc véhicule de l'émotion du corps. Donc ça fonctionne. Et finalement, on se retrouve avec un film
alors qu'on a une mise en scène qui a tendance à être peut-être, enfin, à se vouloir, entre guillemets, non expressionniste, etc., on se retrouve avec un film qui sont que des effets. Alors donc ça marche pas. Laurent a l'air d'être fan, Totalement. mais finalement c'est un film qui utilise des outils qu'on pourrait qualifier du réalisme, etc. Mais non, c'est un film qui a une très faible empreinte du réalisme. Voilà. Ça vous parle, ça, Laurent, vous qui l'avez vu hier? Déjà, c'est très intéressant. Je Merci. l'avais vu il y a très longtemps, d'ailleurs. Merci pour cette émission parce que je découvre des choses à travers la technique et c'est effectivement très intéressant. Même si moi, mon rôle en tant que sélectionneur ou que critique de cinéma, c'est d'abord et avant tout de profiter du film et pas de penser à cette technique. Voilà, j'avoue que moi, quand je vois le film, je parlais de puzzle. En tout cas, la force de la technique, c'est ce qu'elle nous permet à la fin de retomber sur ses pattes. C'est effectivement un film qui nous emmène dans des directions totalement différentes. Et moi, je sais qu'à mon titre personnel, j'aime beaucoup ça. Il y a des gens que ça peut rebuter. Mais en tout cas, la force de la réalisatrice et de toute son équipe, et bravo pour ça, c'est qu'à la fin, ce puzzle, il se met en place. Et je trouve que ce plaisir de spectateur, on ne l'a pas toujours. Et quand on l'a devant Renoir, et je pense que les gens l'ont eu hier au Palais, c'est assez exceptionnel. Sur ces 10 dernières minutes, de retomber sur ses pattes et d'être avec cette jeune comédienne totalement bouleversée. Voilà. Moi, aspect technique, je suis désolé, hein, plus aspect ressenti. Je suis ravi qu'en fait, que l'essentiel fonctionne, c'est-à-dire Complètement. j'appelle ça, comme je travaille beaucoup je parle en anglais avec les réalisateurs, j'appelle ça le body contact pour l'expliquer. C'est-à-dire le contact au corps de ce qu'il y a dans la lumière. Voilà, et donc il fonctionne avec cette comédienne qui a 11 ans et ça a l'air de fonctionner très bien puisque c'est devenu une star en l'espace de... Ouais. Tout le monde veut absolument avoir une photo avec elle ou la toucher, ou c'est pratiquement devenu une divinité alors qu'elle n'a que 11 ans. Pourquoi ? L'empreinte du réel est complètement... Les cartes sont rebattues et c'est un rayon de soleil. C'est-à-dire qu'elle fait une proposition, même si c'est une dramaturgie de cinéma, etc., elle fait une proposition qui est simple, c'est 1, choisis ta vie, 2, maîtrise ta trajectoire. Catherine Schwartz, vous qui avez travaillé sur un film sur Godard, vous êtes d'accord, la technique est invisible ou doit être invisible? Oh bah oui, la technique doit rester invisible. Ça, c'est notre cuisine intérieure qui n'intéresse personne. Moi, je suis contente d'être sur ce film parce que ça a été une aventure d'abord auquel je m'attendais pas. C'est-à-dire que je suis arrivée, et d'ailleurs, je remercierai jamais autant Laurent Pétain et Michel Alberstadt de m'avoir associé à cette aventure. Moi, Richard Linklater, je le connaissais par ses films que j'adorais. Et donc, voilà. Donc, c'est à la suite du film de Gaël Morel, Vivre, mourir, renaître, que j'ai été proposé à Richard, dans la mesure où il devait prendre des techniciens français, vu que c'était un financement français. Et ça s'est très, très bien passé. Et voilà, et ça a donné ce film. Qui est un film, oui, sur la création d'un film, sur la fabrication d'un film, et c'est toujours passionnant de le faire. Donc, et puis, ça a été facilité aussi par... à mon avis, la prestation des acteurs qu'on ne connaissait pas, qui sont des acteurs inconnus et qui n'imitaient pas, qui incarnaient. Et ça, au montage, ça a été formidable parce que moi, j'étais transposée en 60, quoi. Je veux dire, en le montant, j'étais transposée dans une autre époque et c'était passionnant, quoi. Donc voilà. Et puis la photo magnifique aussi de David Chamby qui a fait un noir et blanc quand même assez exceptionnel. Voilà, tout ça a été une aventure passionnante en fait. Et puis le film, je crois, plaît beaucoup, c'est-à-dire plaît pas seulement à des cinéphiles avertis, godardiens et intellectuels. C'est un film sur la passion du cinéma, sur aussi cette période où des jeunes comme ça formaient un groupe où ils travaillaient chacun sur le film de l'autre, etc. Et c'est une époque peut-être un peu révolue, on est plus sur des problèmes d'ego maintenant, et ce groupe de cinéphiles et de passionnés de cinéma, voilà, a donné ce film révolutionnaire qui était à bout de souffle. Et je trouve que l'idée de Linklater de faire un film sur la fabrication d'un film, je dirais, est assez passionnante parce que on l'aborde pas toujours. Et pour finir, je dirais aussi que c'était passionnant de voir un Godard assez différent pour moi de ce qu'on connaissait, c'est-à-dire plein de doutes,
plein de peur aussi, avec cette espèce d'acharnement à faire un film non conventionnel, mais où il ne cachait pas d'aller prendre des renseignements auprès de Melville, auprès de Bresson, auprès de Rossellini, de prendre des notes pour s'en inspirer, de ne pas les plagier, de s'en inspirer. Et ça, c'est bien de voir ça aussi, et de voir la naissance de ce film qui a tant bouleversé le cinéma. Et c'est un film où on voit la technique en train de se faire. Le réalisateur a choisi de réintégrer à l'intérieur de ce film le noir et blanc et le format 4/3. En revanche, au niveau du montage, donc À bout de souffle est connu pour être un film qui fait partie des films qui ont initié l'usage du jump cut. Or, il n'y en a pas dans le film. Alors ça, c'était une conversation que j'ai eue, la première conversation que j'ai eue avec Richard Linklater, c'était ça. Parce donc, que, juste pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le terme jump cut, donc est-ce que vous pouvez expliquer alors, ce que c'est? À bout de souffle a été une révolution parce que justement, il n'y avait plus cette notion de raccord, il n'y avait plus cette notion de je parle, je suis sur le personnage, je réponds, je suis sur l'autre. On pouvait avoir des chants contre chants uniquement sur un personnage et ne pas voir l'autre. Donc ça a été, en plus, il n'y avait pas de notion de raccord. Et d'ailleurs, on le voit très très bien dans le film quand Seberg a un maillot rayé et que dans le truc après elle a un maillot autrement, il s'en fichait, quoi. Donc moi, c'est vrai qu'avant de commencer le montage de ce film, j'ai revu À bout de souffle et la première question que j'ai posée à Richard, c'est de dire, mais on fait quel genre de montage? Un montage décousu, décousu, non, le montage révolutionnaire d'À bout de souffle. Ah, mais pas du tout. Il voulait un montage très académique, très fluide, de façon à raconter cette histoire et ne pas, utiliser une technique qui aurait perdu plus les spectateurs qu'autre chose. Et donc, c'est pour ça que ce film est finalement monté d'une façon... j'ai pas abusé de jump cut ni de choses comme ça. J'ai juste... rendu la fluidité de la narration, perceptible. C'est-à-dire que comme, effectivement, ce film est construit sur jour 1, jour 2, jour 10, jour 12, il fallait pas non plus que ce soit des petits courts-métrages ou des petits moments. Il fallait juste raconter l'évolution d'un réalisateur par rapport à ses propres doutes, par rapport à ses propres angoisses. Et d'ailleurs, en plein milieu du film, il en fait part, à Truffaut et à Schiffman dans le bar en disant mais comment on fait un film révolutionnaire, parce que même au milieu, il en doute. Donc voilà, j'ai essayé de rendre ce film fluide, et c'est ce que voulait aussi Richard, quoi. Comme Philippe, sur Renoir, vous avez un cinéaste étranger. Comment se passe le travail dans la salle de montage ? Alors, bon, là, c'était un petit peu particulier parce que Richard était occupé à un autre film qui était en Irlande, je crois, puisqu'il l'a présenté à Berlin, ce film. Et si vous voulez, on s'est beaucoup parlé par mail, c'est-à-dire que je lui ai envoyé une version, par l'intermédiaire de Michel Halberstadt, parce que j'ai pas un anglais suffisamment fluide pour lui expliquer des suggestions, des trucs. Donc Michel Halberstadt traduisait à peu près toutes les étapes, et lui était très réactif. Dès qu'on envoyait une V1, il la regardait tout de suite. Après, il y avait des suggestions, la V2, la V3, et c'est comme ça que ça s'est fait. Il est arrivé il est arrivé pour l'étalonnage et pour le mixage. Mais sinon, jusqu'au dernier moment, il y a eu des petits retours par mail en disant ah, j'ai vu le film, peut-être que là, ça serait bien que, etc. Donc, on a fonctionné comme ça. C'était un peu nouveau pour moi, mais finalement, ça s'est très bien passé. Et je crois que, je le sais, il est content de son film. Moi, je me suis adaptée à cette méthode-là, et je n'ai pas eu une particulière frustration, quoi. Donc, Laurent, est-ce que on peut avoir votre ressenti par rapport à tout ça? Donc, est-ce qu'on a vraiment l'impression d'être plongé dans cette époque à travers tous ces éléments techniques et narratifs? Je vais rebondir sur quelque chose de très intéressant. J'avoue que quand j'ai vu ce découpage jour 1, jour 2, les 20 jours de tournage à peu près, je crois, je me suis dit, ça pourrait être effectivement des courts-métrages, et en fait pas du tout.
J'avoue que cette fluidité, bravo, parce que c'est une vraie réussite sur ce film. Il y a une vraie fluidité et ça nous raconte une histoire. Moi, en sortant, j'ai tout de suite dit, c'est un film dans lequel je me suis jamais ennuyé, qui m'a tout le temps passionné. Effectivement, ça nous plonge dans les années 60, c'est assez passionnant. Mais surtout cette réussite en fait, de ne pas en faire plusieurs films. Oui, de ne pas en faire des moments, uniquement des moments. Mais d'en faire un film d'essayer unique. de capter l'évolution de Godard pendant tout ce temps-là, enfin pendant tout ce peu de tournage, parce que 20 jours, c'était, je veux dire, et C'est très peu, oui. c'est très peu. Et la liberté qu'il a eue aussi de tenir tête à Beauregard, enfin, d'écouter aussi les conseils de Rossellini. Si tu n'as plus d'inspiration, arrête, c'est pas la peine. Enfin, est-ce que maintenant un réalisateur pourrait à midi dire j'ai plus d'idées, bye bye? Non. Non, je crois pas. Et c'est ça qui est formidable, quoi. Je veux dire, cette espèce de liberté qu'il prenait, ce rythme qu'il a imposé, pour finalement avoir quelque chose de, je trouve, très émouvant à la fin quand il dit je ne pourrais pas avoir un producteur qui n'est pas aussi un ami. Qui n'est pas mon ami. Et ça, c'est formidable, quoi, parce que ça met en lumière toute sa complexité, c'est-à-dire toute sa liberté aussi de création, de lui avoir tenu tête, mais malgré tout de dire ne m'en veux pas, c'était pour c'était pour le bien du film. Et la fin de Beauregard qui dit c'est formidable, c'est génial, quoi. Donc voilà. Ségolène, vous avez vu le film également ? Oui, mais j'ai pas eu la chance de voir Renoir. En revanche, j'ai pu voir la Nouvelle Vague et j'étais happée par on nous raconte une histoire. C'est pas un documentaire sûr. On est vraiment dedans et en fait, c'est à double effet. On nous raconte une histoire, on est dedans et on a envie de revoir le film à bout de souffle en sortant. Donc c'est vraiment un très beau moment de cinéma. Merci. C'est gentil parce que c'est une aventure inoubliable parce que c'est dans une carrière comme ça arrive. Et puis, on est très fiers et puis on est content du résultat. Et puis surtout, de m'être plongée dans les années 60 au montage en ayant l'impression de monter un film des années 60, ça a été quand même formidable, quoi, voilà. N'oublions pas c'était 3 films, donc on cite quand même le 3e et on vous incite à le voir parce que Alexia, comme moi, avons été assez bluffés par cette proposition de cinéma. Il s'agit du dernier film de Lynn Ramsay, Die My Love. Avec un travail assez important sur le son. On peut effectivement, puisque c'était notre émission de mercredi, signaler que c'était un mixage Atmos. Et tout de suite, c'est la parole de la CST. Nous sommes toujours en direct sur la chaîne YouTube de la CST et en simultané sur Ciné Musique Radio. Ségolène Dupont, est-ce que vous pouvez déjà en introduction nous dire, puisque vous en êtes la déléguée générale, ce qu'est la CPNEF ? Alors la CPNEF, pour Commission paritaire nationale emploi et formation, en fait c'est une commission qui va regrouper les représentants des employeurs et les représentants des salariés, donc des syndicats de patrons et des syndicats de salariés, de travailleurs. Et on va travailler sur les questions d'emploi et de formation. Donc moi je fais partie de l'équipe permanente, nous sommes 3 et nous avons la capacité de pouvoir faire des études pour mieux connaître les métiers, les évolutions. On a aussi des outils statistiques à disposition sur notre site internet, vraiment un site vitrine de ressources à disposition de tous. Et notre 3e mission, c'est de créer des certifications dès lors qu'il y a un besoin ressenti par et les employeurs et les salariés. Et notamment, il y a un besoin très fort qui est ressenti. On ne va pas rentrer dans de la chronique judiciaire, mais effectivement, sur la question des tournages, des rapports des comédiens entre eux, ça va au-delà même de la question des VHSS, mais c'est un pont, celui de la coordination d'intimité, des scènes d'intimité sur les plateaux. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'une scène d'intimité ? Ça peut être une scène de nu, ça peut être une scène d'amour, ça peut être une scène de violence ou de tension sexuelle, une scène médicale assez poussée, je dirais. Et donc là, on a besoin, on s'en rend compte de plus en plus, et acteurs, réalisateurs, producteurs, productrices,
qui a nécessité d'avoir une personne qui va aller coordonner ces scènes d'intimité pour que ça se passe bien, pour que ça se passe bien d'un point de vue sécuritaire, pour que ça se passe bien d'un point de vue aussi narratif, parce qu'en discutant avec aussi des acteurs et des actrices, il y a des envies de faire un petit peu autre chose que voilà, deux coups de rein et après on s'affale sur l'oreiller pour une scène d'amour. Voilà. Et troisième atout au fil de ce métier de coordinatrice d'intimité, c'est évidemment un atout productif. Plus on prépare une scène, mieux elle sera réalisée et plus rapidement. Donc c'est vraiment ces trois atouts qui font que ce métier venu des États-Unis se développe peu à peu en France et je pense pour le plus grand bien de nos fictions, de nos histoires à raconter. C'est un métier pour lequel dans votre étude, vous avez ressenti une vraie demande, c'est un sujet d'actualité. Comment le metteur en scène, lui, voit venir sur le terrain de la mise en scène un interlocuteur nouveau ? Voilà, le nœud, c'est que c'est une nouvelle personne, c'est un nouveau métier, donc c'est une nouvelle personne sur un plateau. Donc il y a une période évidemment de transition. Alors il y a des réalisatrices, des réalisateurs qui sont complètement emballés par ce nouveau métier en se disant bah oui, moi j'ai besoin aussi d'un conseil pour peut-être traduire ce que j'ai envie, d'aller un petit peu plus loin et de travailler donc en équipe artistique, c'est-à-dire et les acteurs, les actrices, direction de la photo, réalisateur, réalisatrice, pour se dire qu'est-ce qu'on a envie de raconter, comment on le raconte et jusqu'où on peut aller, évidemment en allant récupérer, et ça c'est le rôle de la coordinateur d'intimité, d'aller récupérer les consentements en amont des comédiens, des comédiennes. Oui, j'ai pas envie qu'on voit ma cicatrice ici. Là, je suis pas à l'aise avec une partie de mon corps, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire une prise de vue qui soit plutôt crue, plutôt serrée, etc. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Et pour pouvoir avoir des scènes d'intimité qui soient sécures, avec de l'ambition artistique et rapides et efficaces. Donc ne pas brider la créativité, mais faire des propositions adaptées aux acteurs et aux actrices. Complètement. Et on se rend compte qu'on est plutôt dans une période pédagogique. C'est-à-dire que quand on explique, il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui sont un petit peu réticents, qu'on explique quel va être le rôle de cette personne sur le plateau, en fait, ça va mieux. C'est un conseil artistique en plus. Et si ça sert mon propos, si ça sert le film, si ça sert l'histoire que je veux raconter, bien sûr, on y va. Et qui dit nouveau métier, dit nouvelle formation. Tout à fait. Alors, vous avez compris que c'est quand même des scènes sensibles qui peut malheureusement... ce sont des scènes sensibles et donc il y a besoin d'une formation qui soit structurante avec une base très solide. Et c'est pour ça qu'avec la CPNEF, on a décidé de créer une certification pour former les futurs coordinateurs et coordinatrices d'intimité. La certification, c'est donc bien l'autorisation pour des centres de formation de dispenser cette formation. Oui, ça fonctionne. Nous, on va organiser des évaluations, tout simplement. On va pouvoir dire à la fin d'une série d'épreuves, la personne, le professionnel est en capacité d'exercer. Et on a travaillé avec la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son volet formation, pour construire un parcours pédagogique qui prépare les professionnels au passage de cette certification. Et comment vous avez réalisé ce parcours ? Quels ont été les choix quand c'est un nouveau métier comme ça? Est-ce qu'on intègre des notions juridiques, un parcours aussi sur l'esthétique, sur des pratiques de réalisation? Oui, on a essayé vraiment d'embrasser assez large parce que c'est un métier qui mérite d'avoir une formation structurée et structurante. Donc on l'a imaginé, c'est un parcours quand même qui fait 300 heures, donc c'est assez conséquent, qui est sous forme de modules. Donc on va avoir des choses qui sont véritablement dédiées à la pratique du coordinateur d'intimité, le travail sur les fondamentaux de la coordination d'intimité, sur le travail du consentement, la chorégraphie de l'intimité. Et après, on va évidemment élargir parce que pour nous, et en ayant travaillé avec tous les professionnels qui exercent ce métier, c'est aussi un métier qui va venir dans le cadre de la prévention des risques, du cadre légal qui est spécifique en France. Évidemment, les professionnels travailleront sur nos productions, mais aussi potentiellement sur des coproductions internationales. Donc, il faut qu'ils maîtrisent le cadre légal anglo-saxon, mais aussi français. Est-ce que ça existe déjà à l'étranger, ce type de formation ?
Il y a des formations qui existent à l'étranger et qui sont validées par le syndicat des acteurs américains, la SAG-AFTRA. Mais on a vu qu'en France, il y avait nécessité de pouvoir s'approprier ce corpus de formation et de pouvoir l'adapter à notre cadre légal, à nos pratiques professionnelles et afin que ce soit d'autant plus incorporé, je dirais, dans nos équipes et dans nos pratiques et dans nos réflexes. Parce que un coordinateur d'intimité, ça va venir travailler dès le départ, dès la préparation. Quand on lit un scénario, qu'il y a une cascade, on met en face régleur de cascade à contacter. Là, c'est le même principe et je pense qu'on y arrivera et que tous les acteurs de la filière ont envie d'aller sur ce même réflexe. Scène d'intimité, scène d'unité, on va faire appel à quelqu'un, coordinateur, coordinatrice d'intimité. Vous faites donc le parallèle avec le métier de cascadeur, hein. Ça, c'est assez intéressant quand même, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension très masculine, et celle-ci, elle n'a jamais gêné les réalisateurs ou les réalisatrices. Ils n'ont jamais perçu une intervention sur leur travail. Alors, le cascadeur, il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessures physiques. C'est des blessures qui se voient, évidemment. Et le coordinateur d'intimité va faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessures plutôt psychologiques. Et c'est vrai qu'elles ne se voient pas. Donc, il y a ce dialogue et ce besoin de pédagogie, d'expliquer le métier, en quoi il est nécessaire et utile. Et donc, ça, c'est un gros travail. Mais on tient vraiment à cette comparaison avec le régleur de cascade. La formation, elle l'ouvre quand ? La formation, elle ouvre le 15 septembre et jusqu'en juin 2026. Et vous pouvez dès à présent postuler. Les candidatures sont réceptionnées par la Commission supérieure technique de l'image et du son jusqu'au 12 juin. Et on a vu que cette formation intéresse vraiment. Il y a eu une première présentation à Cannes de cette formation il y a 2 jours. Est-ce que vous avez eu déjà des retours ou des demandes d'inscription ? Eh bien, je dois vous dire que le site de la CST, là, je m'en fais le porte-parole, a eu un pic de visites dès l'ouverture de ces candidatures. Et là, on a déjà un certain nombre de candidatures qui sont, ma foi, très intéressantes. Donc, on va avoir un gros boulot de sélection, et c'est tant mieux pour le métier. Tout à fait. On voyait Pascal Montana qui hochait la tête. On ne donnera pas son numéro en public, hein. Alors, vous deux qui êtes techniciens et qui êtes en post-production, est-ce que, même si vous n'êtes pas concernés par la coordination d'intimité sur le plateau, est-ce que ce sont des sujets qui vous touchent ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? Philippe. Alors, mon premier métier, c'est de faire du plateau. Voilà. Chef opérateur son, on le rappelle. Eh oui. Si, c'était un grave problème, effectivement. Et alors, on pourrait s'attendre à ce que le problème soit vraiment énorme pour les femmes. C'est pas vrai. Il est aussi, parfois, très lourd pour les garçons. Donc, effectivement, c'était un truc très compliqué à gérer. Et la seule responsabilité, pour l'instant, incombait au réalisateur ou à la réalisatrice. Et éventuellement un directeur artistique, etc. C'était quand même très très lourd à gérer pour un metteur, un metteur et metteuse en scène. Excusez-moi, j'ai pas encore intégré les méthodes inclusives. Voilà, je suis un peu vieux jeu. On va dire le ou la cinéaste, c'était quand même, je pense, une responsabilité énorme et surtout une charge mentale pour ceux qui avaient conscience du problème, une charge mentale qui était très très lourde à gérer, y compris pour les garçons. Voilà. Donc effectivement, d'avoir non pas un assistant comédienne, mais un assistant mise en scène qui puisse bien orchestrer déjà le moyen de poser les bonnes questions pour pouvoir répondre aux problèmes qui touchent à l'intimité, je pense que ça va mettre beaucoup d'huile dans les rouages. Eh bien, vous êtes toujours en direct sur la chaîne YouTube de la CST et sur la FM DAB+, Ciné Musique Radio. Maintenant, la petite interview. Bonjour, je suis Guillaume Siama, je suis ingénieur du son depuis 1972. Mon premier festival de Cannes, je suis venu à titre privé, on est en 1977. Je garde un souvenir très ému des Duellistes de Ridley Scott. Il faisait un temps de chiottes, il pleuvait. On était comme ça, 2-3 collègues de futurs techniciens cinéma ou jeunes techniciens de cinéma. On dormait dans les chambres de bonne. C'était encore l'ancien palais des festivals et le Blue Bar. Et effectivement, là, comme maintenant,
la course aux accréditations, mais c'était quand même beaucoup plus facile à l'époque. En 2010, Xavier Duringer, avec qui on venait de tourner La Conquête, m'appelle et il me dit Guillaume, on part à Cannes avec le chef opérateur Gilles Porte, avec la monteuse Catherine Schwartz. Ce serait bien que tu viennes. Et moi, naïf et enthousiaste, je lui dis ah, ça me ferait vraiment plaisir. Je dois dire que c'est quand même la première fois qu'on m'invite à Cannes. Il me dit attends, on ne s'emballe pas. Évidemment, on prendra en charge tes repas, l'éventuel billet de train et tout ça, mais il faut que tu trouves à te loger. Donc, ça a été un peu une petite douche froide, mais bon, je veux dire, j'avais tellement envie, je trouvais que c'était quand même un très beau projet de retrouver ces techniciens avec qui j'avais travaillé, de découvrir ce film à Cannes, parce que c'est vraiment, bon, c'est quand même une référence mondiale de cinéma, de cinéphile. C'est vrai que chaque projection est quand même un moment de très, très, très émouvant. C'est vraiment un silence religieux, une chapelle, et puis on est à l'affût de la moindre réaction du public. Voilà. Tous ces prix, je pense, braquent un tout petit peu les projecteurs comme ça, de la renommée. Et si ça peut aider, si ça peut nous aider à aller progresser un tout petit peu plus vite dans une carrière, parce que effectivement, moi, je me rends bien compte rétrospectivement que j'ai été associé à des films qui ont été millionnaires en entrée, et donc les gens se disent, oh, il a travaillé sur Les Bronzés Fonds du Ski, ça a fait des millions d'entrées, il doit être bon. Alors que ça marche pas tout à fait comme ça. C'était donc une annonce publique pour tous les techniciens et techniciennes extrêmement passionnants et sympathiques que nous recevons. Si vous avez des logements pas chers sur Cannes, nous sommes preneurs. Et en attendant, sur les marches ce soir. Eh bien, vous êtes toujours sur notre chaîne YouTube de la CST et en direct sur la FM DAB+, Ciné, Musique, Radio. Ce soir, sur les marches, l'agent secret du cinéaste brésilien Kleber Mendonça Filho, qui avait présenté en tant que co-réalisateur il y a quelques années le magnifique Bacurau, prix du jury ex aequo en 2019. Dans son équipe technique, nous retrouverons demain, si je ne me trompe pas, demain lundi, Exactement. la directrice de la photo qui avait été lauréate du prix de la jeune technicienne l'année dernière pour les jeunes filles au balcon, Evgenia Alexandrova, chef opératrice de l'AFC. On peut citer également au décor Thales Junqueira, qui avait fait la décoration du film Grand Tour de Miguel Gomes, primé aussi l'année dernière pour sa mise en scène. Et également le retour de Wes Anderson avec The Phoenician Schem pour la 4e fois en compétition. Je n'aurais pas aimé le prononcer, ce titre. Hein. Pour la 4e fois en compétition. Sa dernière fois en compétition, le titre était beaucoup plus simple pour nous francophones puisque c'était Asteroid City en 2023. Le synopsis, tout simplement, l'histoire d'une famille et d'une entreprise familiale. Nous n'en saurons pas plus jusqu'à ce soir. À la photographie, un autre chef opérateur de l'AFC, Bruno Delbonnel. C'est une première collaboration pour ce directeur photo avec le cinéaste Wes Anderson, mais ce n'est pas sa première fois en compétition au Festival de Cannes, puisque Bruno Delbonnel avait déjà fait la photographie du film Inside Llewyn Davis des frères Cohen, Grand Prix en 2013, pour ne citer que ça de la longue carrière de Delbonnel. À la décoration, Adam Stockhausen, qui avait travaillé en tant que chef décorateur pour Wes Anderson à de nombreuses reprises. Wes Anderson aime bien travailler avec une équipe constante. C'est également le cas du chef monteur Barney
Peeling, qui avait monté les marches en 2023 aux côtés du réalisateur. Laurent, on vous retrouve à ces 2 projections pour nous en faire la chronique demain. Ah, avec grand plaisir, si je trouve des places, parce que c'est un peu compliqué cette année. Non, mais le Wes Anderson, je crois qu'il est déjà réservé, donc oui, je vais me précipiter pour le voir ce soir. Même si j'avoue que ces derniers films, dont Asteroid City, m'avaient un petit peu déçu. Mais bon, c'est comme ça. Sûrement une bonne surprise avec l'image de Delbonnel. Je n'en doute pas une seconde, j'ai hâte de le découvrir. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci à vous de nous Merci. avoir invités. Et on vous retrouve demain. Le prix de l'artiste technicien évoque pour moi quelque chose de fort de la part de la CST. Ça vient récompenser, je dirais, un geste technique et c'est quelque chose de considérable selon moi, étant justement prestataire technique. Pour moi, c'était un prix très très spécial et qui m'a fait très chaud au cœur. C'est un prix de reconnaissance et ça unit plusieurs corps du métier, que ce soit décor, montage, son ou image. Nous sommes tous au service du film qu'on défend, en sélection cannoise. Et pour moi, je me réjouis à voir que d'une année à l'autre, on devient de plus en plus grand nombre d'être nommés à ce prix.